de la rentrée autour de, cette fois-ci, la question des démences, douleurs et souffrances en HAD. Donc, on va être vraiment centré plus sur des questions gériatriques. Et on accueille aujourd'hui Emilia Pugiarottis. Alors, je suis désolée, j'ai un petit peu écorché votre nom, qui est gériatre et qui travaille à l'HAD Soins et Santé à Lyon. Voilà, alors on va procéder comme d'habitude avec le petit quiz pour lequel on va vous laisser quelques minutes de réponse. L'objectif, c'est que chacun des participants puisse répondre au quiz. Et puis ensuite, on aura la présentation pour 40-45 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis ensuite on reprendra les résultats du quiz et les éventuelles questions pour terminer notre webinaire. Voilà. Alors, je vous propose qu'on passe au quiz. Voilà. On attend encore un petit peu sur le quiz, parce que tout le monde ne semble pas avoir répondu. Et puis, on vous rappelle de bien fermer vos micros pendant la présentation. Merci. Je vous rappelle que ces webinaires sont proposés à la fois aux individuels, mais surtout aux équipes, et que là où c'est intéressant pour nous, c'est que vous puissiez les suivre ensemble et que les outils qui vous sont donnés ou les références qui vous sont données, ensuite, ça puisse faire l'objet d'une reprise avec chacune de vos équipes pour approfondir à la fois vos connaissances et votre travail ensemble. Alors, je pense qu'on va pouvoir débuter la présentation. Si certains veulent encore répondre, vous répondez et on passe au début de la présentation. Emilia, à vous. Donc, on note globalement une augmentation, bien entendu, de l'âge de la population générale. Et d'un point de vue gériatrique, il est clairement défini que les résidents, les patients qui ont des troubles neurocognitifs sont bien mieux dans leur environnement plutôt que d'être hospitalisés. Notamment à partir de ces deux éléments, il s'ensuit logiquement une augmentation de la proportion des patients âgés qui seront pris en charge en HAD, entre autres en soins palliatifs, et des patients qui ont des troubles neurocognitifs. Donc, il y a plusieurs problématiques qui en découlent. Donc, on va aborder les symptômes et les complications des patients âgés qui ont des troubles sévères en soins palliatifs en HAD. Alors, patients âgés, on ne se base pas sur un âge fixe, même si selon l'HAS, c'est 75 ans. Alors, dans une première partie, on va voir les complications qui découlent des troubles neurocognitifs sévères. En deuxième partie, on verra comment prendre en charge la douleur chez ces patients, chez ces résidents, et enfin la prise en charge globale. Donc, par trouble neurocognitif sévère,
On entend un déclin cognitif qui est marqué et objectivé, qui altère l'autonomie fonctionnelle, donc secondaire à une affection neurologique, vasculaire ou dégénérative. L'évaluation gériatrique standardisée permet d'aborder, de faire un bilan global. C'est un processus qui est multidimensionnel, qui est conçu pour évaluer les capacités fonctionnelles du résident. Donc, capacités donc, physiques, cognitives, mentales. C'est également avec une prise en charge sociale des personnes âgées. Donc, cette évaluation gériatrique standardisée est tout à fait, c'est encore préférable si elle est réalisée au domicile, dans l'environnement du résident et par tout médecin. Ce n'est pas réservé aux gériatres. On utilise souvent des outils d'évaluation de la fragilité. Alors, celui qui est retenu par l'HAS actuellement, c'est le GFSST, Gerontopole Frailty Screening Tool. Il y a le score de Fried, il y a l'échelle d'Edmonton, il y a le score de fragilité de Rockwood. Alors, je vais les mentionner comme ça. C'est pas la fin. Il n'y a pas de nécessité de les connaître par cœur. On se saisit de l'outil selon la nécessité. Alors, le GFST, c'est celui qui est peut-être le plus pratique à utiliser. Donc, il y a 7 questions, donc notamment concernant une fatigue, une perte de poids, des troubles de la mobilité, des troubles de la mémoire, des problèmes de désorientation sensorielle, de perte d'autonomie et sensation d'isolement. Donc, une seule réponse positive témoigne d'un risque de fragilité, donc c'est nécessaire d'approfondir. Il y a l'échelle d'Edmonton qui est plus complète, mais qui prend également du coup plus de temps, qui évalue à peu près les mêmes choses, mais il y a un score différent. Après, il y a également le score de fragilité à partir de Rockwood sur 9. Alors, quand on a des troubles neurocognitifs sévères, quoi qu'il en soit, on a besoin d'un temps d'adaptation. Non seulement pour le patient, lorsqu'il change de repère, pour se réadapter au domicile ou pour se réadapter à des nouvelles situations, mais il y a également besoin d'un temps d'adaptation pour mettre en place des aides matérielles, financières et humaines, mais également pour les accepter, ce qui n'est pas évident tant pour le résident en soi, pour la personne, que pour l'entourage. Donc, il y a besoin également d'anticiper si le maintien à domicile devient impossible dans un contexte d'aggravation et de symptômes non gérables au domicile, comme des troubles du comportement non gérables par les médicaments et non médicamenteux. Si l'aidant principal, par exemple, est indisponible, s'il est hospitalisé, s'il est épuisé, et anticiper également les souhaits et les volontés du patient qu'il est important de recueillir, si possible, s'il a rédigé des directives anticipées ou au moins qu'il puisse partager son souhait. Alors, au domicile, hors institution, comparé à l'hôpital, il y a beaucoup moins de cadres. Le personnel soignant est présent que de façon ponctuelle. Le patient peut parfois être seul et souvent l'aidant principal est également âgé, lui-même présent 24 heures sur 24, donc avec peu de répit. Parfois, il y a des enfants qui eux-mêmes sont en activité et qui doivent gérer leurs propres enfants, voire eux-mêmes fragilisés par une pathologie. Toutefois, le fait que le patient soit dans son environnement, il garde ses repères, il a un personnel soignant qui le connaît et parfois même qui le suit depuis des années. Et puis le fait d'accéder à ce souhait, ça contrebalance largement les choses qui peuvent être un peu compliquées, mais sur lesquelles on peut agir. Donc bien plus de bénéfices pour tout le monde que le patient puisse rester à domicile. Alors, une petite aparté concernant les établissements sociaux et médico-sociaux, donc qui sont très variables, hein. Ça peut aller de la résidence autonomie, où c'est donc non médicalisé. Par exemple, il y a des veilleurs de nuit, où le personnel est dans ces cas-là, donc c'est pas du personnel soignant,
ils sont investis d'une autre façon et il y a une certaine appréhension d'un risque de prendre en charge des patients en soins palliatifs. Il y a, voilà, il y a un autre accompagnement et la surveillance souvent est moindre. En EHPAD, souvent, c'est donc problématique récurrente parce que les troubles neurocognitifs avec un patient en soins palliatifs, c'est souvent un motif d'entrée dans l'institution. Donc, le cadre est bien plus adapté, le personnel est formé et souvent, l'EHPAD fait elle-même partie d'une filière gérontologique. L'évolution, en fait, dans le temps des patients qui ont des troubles neurocognitifs sévères est très différente de quand on a une pathologie oncologique. Donc, le déclin est plutôt lent, progressif et par palier, alors que dans une pathologie oncologique, c'est plutôt une chute rapide avec plutôt une phase terminale. Bien entendu, les deux courbes peuvent bien entendu être combinées. Dans les troubles neurocognitifs sévères, on va aborder maintenant les complications. Les complications les plus fréquentes rencontrées. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais c'est celles qu'on rencontre tous les jours. Donc, il y a les troubles du comportement et de l'humeur. Donc, ce qui va rendre le maintien à domicile plus compliqué ou ça va être plus gênant pour l'entourage, c'est surtout quand c'est un comportement moteur aberrant, par exemple des fugues, une déambulation, une agitation, une auto- ou hétéro-agressivité avec un refus de soins, l'inversion nictémérale qui occasionne aussi un épuisement des aidants. Tout ça, c'est des symptômes pour lesquels on sera rapidement alerté. Par ailleurs, il y a aussi il y a l'apathie, il y a le syndrome dépressif, le syndrome anxieux, qui sont très fréquents. Dans les autres complications, il y a les infections. Il y a toutes sortes d'infections, mais celles qui sont quotidiennes, c'est les pyélonéphrite, l'infection urinaire, les fausses routes, notamment sur les pneumopathies d'inhalation répétée. Chez nos patients âgés, les symptômes sont très différents et ce genre de diagnostic est à suspecter dès qu'il y a un changement de comportement. Alors, comme autre complication, il y a tout ce qui est en lien avec les troubles praxiques. Donc, on commence par les troubles de l'équilibre qui favorisent, qui peuvent entraîner des chutes à répétition. D'ailleurs, les chutes à répétition, ça peut être un des motifs de maintien à domicile difficile sur lesquels on agit plus difficilement. Enfin, la gravatisation. D'autres complications, c'est les plaies avec les escarres, les ulcères veineux ou artériels. Et enfin, la dénutrition, dont on parlera donc plus ultérieurement pour voir la place de l'alimentation ainsi que la place de l'hydratation. Alors, pour arriver à déterminer une prise en charge optimale, on propose ce processus décisionnel avec une évaluation initiale, si possible un diagnostic, parce que le traitement étiologique est le plus efficace, recherche de comorbidité, l'évaluation gériatrique dont on a parlé tout à l'heure, avec l'évaluation et la recherche de fragilité, recherche de directives anticipées si le patient, pour le moment où le patient ne sera plus en capacité de s'exprimer, et les symptômes invalidants. Donc, on évalue les ressources également au domicile, les aidants, les aides professionnelles, les aides matérielles et la prise en charge sociale. Avec ces éléments, on définit en équipe, en collégialité, des objectifs de soins. Donc, on inclut toujours idéalement le médecin traitant, donc il y a le médecin praticien de l'HAD, voire d'une équipe mobile soins palliatifs ou un médecin coordonnateur de l'EHPAD. Enfin, on fait ça à plusieurs professionnels de soignants, notamment les infirmières, pour avoir une vision globale et pluridisciplinaire. On discute bien entendu de ce projet avec le patient et voir sa personne de confiance si nécessaire.
Donc, on élabore un projet de soins. Alors, si le projet de soins relève de l'HAD, on prend l'HAD, mais s'il ne relève pas de l'HAD, on réoriente. Par exemple, on peut orienter si le patient est en EHPAD, en ESMS, vers des évaluations anticipées. On peut orienter vers une hospitalisation programmée pour refaire un point et redéfinir les limites de la prise en charge. Ou alors, ça peut être des troubles qui sont vraiment ingérables au domicile, comme des chutes répétées, pour lesquelles parfois l'HAD a des limites également. Donc, on réoriente dans ces cas-là les résidents, les patients. Si le patient est pris en charge en HAD, donc il est pris en charge par une équipe qui est pluridisciplinaire. On adapte régulièrement les traitements. On insiste beaucoup sur tout ce qui est protocole anticipé et sur les mises à disposition, donc en cas de dégradation rapide, pour ne pas perdre de temps, pour limiter le temps d'inconfort. On rédige aussi souvent des fiches SAMU-PALIA, notamment en cas de pathologie qui risque de se dégrader très rapidement, pour qu'il n'y ait pas d'erreur d'aiguillage. Je vous montrerai la fiche PALIA tout à l'heure. Bien entendu, on prend en charge les aidants avec un soutien qu'on développera après, une prise en charge psychologique aussi bien du patient que des aidants, avec une information continue et mise à jour régulière de l'état de santé. On propose aussi, on essaie d'anticiper et d'évaluer la nécessité de séjours de répit. On oriente aussi vers des associations où il y a des passages également de bénévoles. Donc, tout ce qui est proposé là est réévalué régulièrement, donc minimum de façon hebdomadaire, et on réévalue aussi la complexité de la prise en charge qui peut nous permettre d'orienter plutôt les patients vers une filière spécifique soins palliatifs en HAD, ce qui nous permet aussi également d'en discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire au sein de l'HAD. Et on cherche également les limites du domicile, notamment ce qui peut être un épuisement de l'aidant, avec des capacités limitées à accompagner jusqu'au bout, ce qui est tout à fait entendable. Et puis, de nouveau, des symptômes peut-être pour lesquels on a besoin d'aide et une courte hospitalisation pour réadapter ou une réorientation. Donc, il y a besoin d'une réévaluation constante. Donc, cet arbre décisionnel, il est valable soit quand on prend le patient initialement à l'éligibilité avant qu'il ne rentre en HAD, ou au décours de la prise en charge en HAD. Par exemple, ça peut être tout à fait un patient qu'on prend en charge qui rentre pour une antibiothérapie simple, et en fait, on se rend compte que le pipeline est arraché, que le patient est en refus de soins, en fait, qu'il y a d'autres problématiques. Donc, c'est les limites d'une hospitalisation conventionnelle pour ces patients. Donc, un tel processus décisionnel permet éventuellement surtout de discuter d'une sortie rapide soit de l'hôpital, mais aussi des patients qui sont adressés aux urgences. Et ça permet à l'HAD de prendre très rapidement le relais. Et ça permet également de faire un projet de soins complet et en plusieurs étapes. C'est-à-dire un patient qui nous est adressé par les urgences pour à nouveau, par exemple, une antibiothérapie. On rediscute avec l'urgentiste s'il n'y a plus de VBP, jusqu'où on va, est-ce qu'on le réhospitalise, est-ce que finalement... Après, on passe à un traitement sous-cutané. Est-ce qu'il y a d'autres protocoles anticipés à mettre en place? Ça permet de voir et d'expliquer aussi tout ça à l'entourage pour vérifier la compréhension, l'adhésion et pour adapter au mieux le projet de soins. Et ça permet d'éviter les pertes de chance pour nos patients, mais ça permet également d'éviter l'obstination déraisonnable, sachant que le terme acharnement thérapeutique n'est plus utilisé depuis de nombreuses années dans le domaine médical et juridique, et on utilise bien le terme d'obstination déraisonnable maintenant. Donc ça, c'est la fiche SAMU-PALIA qu'on utilise très souvent. On complète, alors c'est soit le médecin coordonnateur de l'EHPAD, le médecin hospitalier, le médecin de l'HAD, qui le complète et qui en parle bien entendu aux patients, voire à la famille. Et après, on l'adresse au SAMU. Comme ça, s'il y a des appels en urgence, le SAMU
sait que ce patient est suivi en HAD et ils n'hésitent pas à nous contacter pour prendre le relais. Maintenant, on va aborder le symptôme douloureux chez les patients ayant des troubles neurocognitifs sévères. Donc, on rappelle vraiment la définition de la douleur selon l'OMS, donc une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en ces termes. Donc, la douleur peut être aiguë ou chronique, il y a plusieurs composantes, comportementales, cognitives, émotionnelles, sensorielles, et il y a différents types de douleurs, nociceptives, inflammatoires, neuropathiques. Malheureusement, les troubles neurocognitifs n'ont pas d'action antalgique et il n'est pas normal d'avoir mal quand on est vieux, contrairement à ce que nous disent souvent nos patients. Ce n'est pas physiologique. On constate que la douleur du sujet âgé est encore trop souvent négligée, banalisée. Déjà, eux-mêmes la banalisent et nous, on ne va pas suffisamment la rechercher. La démence, enfin, tout est intriqué, intimement intriqué entre démence, troubles neurocognitifs, on préfère ce terme en gériatrie, entre la douleur et la souffrance. La souffrance, c'est différent, va au-delà de la douleur. Donc, c'est une détresse qui est sévère, physique, psychologique, sociale ou spirituelle. Il y a la souffrance qui est existentielle, qui en fait, on est avec une certaine souffrance existentielle et on n'arrivera pas à traiter cette souffrance existentielle, mais le corps médical peut accompagner. Et donc, la douleur, c'est plus ce que le corps ressent, alors que la souffrance, c'est plutôt défini comme ce que la personne vit. Donc, la souffrance, ça peut être en lien avec la maladie en soi. Ça peut être une souffrance ajoutée avec les mots qu'on utilise. Les mots utilisés au niveau médical, par exemple, un peu trop de paternalisme ou trop de silence. Les mots utilisés des proches. La souffrance liée à la médicalisation de la vie, avec toutes les contraintes du parcours du soin. Et donc, la souffrance existentielle en soi touche vraiment l'humain. Ouais. Donc, c'est important d'arriver à entendre et à entourer le patient, à entendre son histoire, à ce qu'il soit regardé comme un sujet vivant malgré la maladie et être considéré vraiment comme un sujet et pas comme un malade, en fait. Il est important aussi de respecter sa temporalité, ce qui permet de ne pas rajouter de la souffrance à ta souffrance. Notamment, par exemple, si il nous dit qu'il a bien compris, qu'il est en soins palliatifs, mais voilà, il nous parle quand même de ses vacances dans 2 ans. Voilà, pour lui, c'est sa temporalité à respecter. Les douleurs chez les patients qui ont des troubles neurocognitifs, ce sera une plainte déjà qui est rare, que lui-même méprise en fait, que lui-même néglige, et les soignants également. C'est souvent des manifestations atypiques. Ça va être un changement de comportement, ça va être un repli sur soi, ça va être une agressivité. Et souvent, il y a des caractères multiples et simultanés des étiologies douloureuses, en fait. Ça peut être des douleurs aussi bien neuropathiques, avec des douleurs inflammatoires, des douleurs en lien avec l'arthrose, plus en lien avec une plaie, une escarre. Donc, il y a plusieurs symptômes qui sont intriqués. Et il ne faut surtout pas oublier toutes les douleurs induites par nos soins. Donc, on va passer rapidement là-dessus. Donc, la douleur est évaluée systématiquement. Il ne faut pas attendre d'avoir une plainte. L'absence de plainte, ça ne signifie pas l'absence de douleur. Donc, à chercher à chaque modification de traitement, à réévaluer également après l'instauration d'un traitement et à réévaluer également lors d'un geste douloureux. Et à surtout également tracer pour qu'il y ait une continuité et une transmission d'informations. Donc, il y a deux échelles, deux grosses parties. Il y a l'auto-évaluation quand le patient est en capacité de s'exprimer. Chez les personnes âgées, on utilise quand même beaucoup
l'EVS. Par contre, quand le patient n'est plus en capacité de s'exprimer ou qu'il y a une altération du jugement ou de compréhension, on utilise les hétéroévaluations. Idéalement, elles sont effectuées à 2 soignants parce qu'on voit qu'il y a des interprétations différentes selon les intervenants. On peut toutefois très bien les faire seuls, hein, si on n'est pas à 2. De plus, il y a souvent également une défense de notre part hein, quand on est en difficulté face à la prise en charge d'une douleur, avec du coup un biais lorsqu'on remplit ces échelles. Ces échelles permettent d'évaluer l'intensité de la douleur, mais elles ne rendent pas compte de toutes les dimensions émotionnelles, cognitives, sociales et sensorielles. Donc, il y a l'Algo+, essentiellement qui est reconnu pour les douleurs aiguës. Cela dit, maintenant, on l'utilise beaucoup également pour les douleurs chroniques, parce qu'il est quand même plus facilement réalisable. Il n'y a pas besoin de connaître les habitudes antérieures du patient. Sinon, il y a bien entendu l'Adolo+, et le CPA. Alors, l'évaluation de la douleur peut être faite par l'infirmière, ou même doit être faite par l'infirmière, mais aussi l'aide-soignante, le kiné lors des séances de kiné, par le médecin, et également on peut former les aidants pour leur permettre aussi une prise en charge plus active. Quoi qu'il en soit, donc l'évaluation et la prise en charge de la douleur est pluridisciplinaire. Maintenant, on va aborder la dernière partie sur vraiment la prise en charge globale du patient dans ce contexte de troubles neurocognitifs en soins palliatifs. Donc, premièrement, on va s'attarder sur la prise en charge du patient, puis de l'entourage et enfin des soignants. Donc, premièrement, dans la prise en charge globale, on va s'intéresser à tout ce qui est traitement non médicamenteux. C'est souvent ce qui est préconisé chez les personnes âgées, vu qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, stimulation cognitive selon le niveau de trouble neurocognitif et selon la situation. On va essayer d'adapter l'environnement en faisant un environnement sécurisant avec des repères, en s'adaptant aussi aux habitudes du patient. Voilà, il y a des salles en EHPAD, il y a les salles Snooze-Hélène ou il y a les chariots Snooze-Hélène qui peuvent permettre d'établir un confort avec aromathérapie ou de la musicothérapie. Il y a la kinésithérapie, même en soins palliatifs, même en fin de vie, pour limiter tout ce qui est douleur du décubitus, douleur. Il y a la prise en charge psychomotricienne, qui est très efficace, plus difficile à mettre en place, souvent, notamment en HAD en libéral. Il y a l'ergothérapeute pour permettre une meilleure installation avec mise en place pourquoi pas d'attelle ou de positionnement ou de décharge. Et la prise en charge, bien entendu, avec la psychologue. Dans tous les cas, la solution de la contention, est à éviter au maximum. Elle est à faire vraiment au compte-gouttes et sous surveillance avec une réévaluation idéalement quotidienne et avec une traçabilité. Donc, dans la prise en charge médicamenteuse, c'est un processus qui est très complexe avec de nombreuses étapes où à chaque étape, il y a ces sources soit d'erreurs, soit de difficultés. Donc, premièrement, au niveau de la prescription, donc un prescripteur multiple, on ne sait pas quelle ordonnance est prise en charge, donc on va être bien vigilant. La dispensation et l'administration qui implique de nombreux acteurs. Donc, s'assurer de l'observance des traitements et de la capacité du patient à prendre encore ses médicaments. Les règles de bonne pratique en gériatrie, c'est bien entendu un nettoyage de l'ordonnance qui est tout à fait adapté, notamment en soins palliatifs. Il y a l'adaptation de la galénique, savoir lesquelles on peut écraser ou quelle galénique choisir. Il y a la règle du start slow et go slow, donc il y a les progressivement. Et il y a tout ce qui est overuse, donc les médicaments qui sont surutilisés, comme les benzodiazépines, les misuse, ceux qui sont mal utilisés, les anti-inflammatoires par exemple, et ceux qui sont sous-utilisés, par exemple les antidépresseurs et les vaccinations.
Ça, c'est la théorie. On évalue en pratique, on évalue les bénéfices et risques de tous ces traitements, de l'introduction de ces traitements. Donc, selon les pathologies et les symptômes, on va essayer de faire un traitement étiologique dans la mesure du possible. On va essayer de trouver un équilibre entre les recommandations en gériatrie qu'on vient de voir et ce qui est réalisable. Et on va essayer de trouver un même médicament qui soit efficace sur plusieurs symptômes. On va privilégier également la voie Péros. Et surtout, à chaque fois qu'il y a un nouveau symptôme, on va s'interroger sur l'effet secondaire, effet indésirable d'un traitement qui est déjà en place avant d'introduire autre chose. Donc concrètement, par exemple, pour un patient qui a des troubles du comportement, bien entendu, les recommandations, c'est d'éviter les benzodiazépines et donc de faire des traitements non médicamenteux. En réalité, c'est ce qui est fait, mais on sait que souvent on a besoin, notamment dans les contextes de troubles neurocognitifs évolués, on a souvent besoin de recours à des benzodiazépines. Donc, idéalement, on privilégie ceux à une demi-vie courte, mais chez nos patients, notamment fin de vie ou en soins palliatifs, ou avec des troubles neurocognitifs sévères, avec des troubles à déglutition, les prises sont difficiles, voire impossibles. Donc, on privilégie les traitements en gouttes. Donc, pour cela, il y a le diazépam ou en sous-cutané. On essaie toujours de traiter par un antidépresseur. Quand il y a des troubles du comportement, on essaye souvent de mettre en place un traitement antidépresseur, type plutôt donc mirtazapine, sertraline, mais souvent on est limité, on n'est pas dans la même temporalité, vu la nécessité il faut quand même 3 semaines à peu près de prise de traitement pour que le traitement soit efficace. Donc, on n'est pas toujours dans la même temporalité. Parfois, on est obligé. Parfois, on met aussi des neuroleptiques. Le tertian, c'est celui qui est moins difficile à manier, on va dire, parce qu'on commence à des toutes petites doses, 3 gouttes, et la galénique est plus facile à prendre. Dans ce qui est les prises en charge, maintenant, par exemple, sur les antibiothérapies, on s'interroge toujours sur la pertinence de débuter une antibiothérapie. Après, sur les modalités d'administration, donc l'arbre décisionnel nous permet de nous aider justement de voir jusqu'où on va. Donc, par exemple, un patient qui a fait 3 pneumopathies d'inhalation, qui arrache sa voie veineuse, est-ce qu'on passe un relais sous-cutané, par exemple, plutôt qu'on peut commencer, par exemple, d'augmenter Péros, pourquoi pas en IV, mais s'il arrache sa VVP, faire un relais avec la roséphine sous-cutanée, qui sera peut-être moins efficace, mais ça permet de trouver un équilibre entre ce qui est réalisable et les recommandations. Donc, là, c'est très important d'élaborer également un processus de prise en charge, voir s'il arrache sa VVP, discuter de la pertinence de reposer pour qu'on ne se retrouve pas à transférer le patient parce qu'on n'a pas d'abord veineux, qu'on ne se retrouve pas à lui poser une VVP sur les jambes, voilà, qu'on puisse en discuter. Et ça peut témoigner aussi des limites justement de la prise en charge avec une orientation plutôt symptomatique. L'alimentation, donc il faut bien définir quels sont les objectifs de cette alimentation, sachant que donc la dénutrition, les troubles de la déglutition font partie de l'évolution naturelle des troubles de la mémoire. Il y a une contre-indication à toute alimentation artificielle, vu qu'on n'envisage pas d'amélioration et qu'il y a beaucoup plus de risques que de complications, soit parce que le patient accepte mal, ou parce qu'il y a un encombrement secondaire. On axe plus sur les soins de bouche, l'hydratation au niveau de la bouche avec par exemple des sprays, des quasiales artésiales, avec une adaptation de la texture, avec un enrichissement éventuellement de l'alimentation. On propose souvent des prises en charge par la diététicienne pour pouvoir discuter de tout ce qui est réalisable et faire contribuer également l'entourage pour favoriser l'alimentation plaisir.
L'hydratation en fin de vie, ça ne fait pas partie des soins de confort en soi, mais parfois, il faut aussi respecter le temps nécessaire aux patients, peut-être parfois, mais surtout à l'entourage pour mieux accepter aussi voilà, psychologiquement cet arrêt d'hydratation. Donc, il n'y a pas non plus d'urgence à arrêter, sauf s'il y a des effets secondaires d'emblée, mais c'est important de travailler progressivement ce projet avec le patient et son entourage. Donc, dans la prise en charge de la douleur, donc, on avait vraiment la notion qu'il fallait éviter les paliers 2 chez la personne âgée par rapport au risque de confusion. Là, le tramadol est de plus en plus utilisé, notamment sur les douleurs neuropathiques. Il faut savoir que ça existe également en suspension buvable, ce qui permet d'administrer des doses plus faibles, peut-être avec moins d'effets secondaires. Voilà, si les prises féroces sont difficiles, on a d'autres moyens d'administration, comme effervescent ou suppositoire. Donc, après, au niveau des paliers 3, on utilise rapidement le fentanyl en patch, parce qu'il n'y a pas de problème d'administration. Et on est sûr qu'il y a une continuité de prise et on l'associe à des interdoses, si nécessaire, de gouttes d'Oramorph. Les gouttes d'Oramorph, ça permet donc de donner des toutes petites doses et augmenter progressivement. Dans les autres traitements médicamenteux pour la douleur, il y a le Méopa, il faut déjà qu'il y ait une compliance. Il y a tout ce qui est xylocaïne locale. Et il y a un site qui est très intéressant, le site OpioConvert, qui permet de façon très confortable d'effectuer des conversions selon les relais, en fait, Prisperos relayé par du fentanyl ou Prisperos relayé par du sous-cutané. Sachant que avec le site OpioConvert, les conversions sont beaucoup plus prudentes que sur les anciens tableaux de conversion. On utilise aussi souvent le site Omedit, les Omedit en général, où il y a de très bonnes recommandations sur les traitements administrés, notamment ceux qui sont administrables par voie sous-cutanée, notamment pour s'il y a par exemple, il y a un patient qui fait des crises d'épilepsie, il ne peut plus prendre son traitement antiépileptique. On voit ceux qui sont réalisables en sous-cutané. Il y a une liste exhaustive des traitements. Alors après la prise en charge, conjointement à la prise en charge du patient, il y a la prise en charge et l'accompagnement de l'entourage. Donc c'est important de reprendre des explications en faisant bien la différence entre ce que l'entourage entend, ce côté rationnel, les explications médicales, théoriques qu'on peut bien leur donner, et finalement le ressenti et leur vécu. Il faut repérer les difficultés éventuelles de l'entourage, notamment les troubles neurocognitifs ou un épuisement, un syndrome dépressif, sachant que l'aidant principal parfois a quand même tendance à s'oublier. Donc, c'est à nous d'aller repérer une éventuelle fragilité et alerter. Il faut s'assurer aussi que l'aidant adhère au projet de soins et s'assurer aussi jusqu'où il peut aller. C'est pas dit qu'il puisse faire un accompagnement en fin de vie à domicile. Il faut respecter aussi ses capacités, ses souhaits, et respecter également sa temporalité, si possible, si c'est gérable avec l'évolution de la pathologie. Donc, il bénéficie d'un soutien psychologique si nécessaire, de passage de bénévoles. On peut les orienter vers des associations. Il peut y avoir des aides sociales ou également on peut organiser des solutions de répit pour une courte hospitalisation organisée pour le patient. Alors après, il y a également, conjointement, il y a la prise en charge des soignants. Donc les soignants doivent être sensibilisés sur la prise en charge des patients qui ont des troubles neurocognitifs, grâce à des formations continues ou des informations informelles, comme on peut faire régulièrement en ESMS. C'est à l'occasion, par exemple, d'une prise en charge, on aborde les sujets les complications qu'il peut y avoir. Donc, il y a des formations sur l'évaluation de la douleur,
des préventions des complications du décubitus, sur la gestion également de comportements agressifs. C'est important qu'on puisse définir un plan de soins en collégialité avec justement les soignants qui voient et qui sont confrontés et qui aident le patient tous les jours. On puisse définir un peu le nombre de levées, la durée des levées, ne pas oublier d'arrêter les traitements péros, par exemple, si la prise est complexe, sinon on les met en difficulté, ça crée une incompréhension face à la famille et un inconfort aussi aux patients. Il y a également des groupes de parole, de supervision, il y a les analyses de pratiques professionnelles. Et selon les lieux de prise en charge, on peut faire des prises en charge et des informations globales des équipes, sachant que l'accompagnement, par exemple, des équipes en ESMS, en foyer, sont très différentes, vu que ce sont des éducateurs, ce ne sont pas un personnel soignant, mais qui ont toute leur place aussi dans cette prise en charge. Et ne pas oublier également les veilleurs de nuit qui se retrouvent seuls face à des situations souvent compliquées dans la nuit et qui eux-mêmes peuvent parfois très mal vivre certaines situations. Ou alerter également directement le SAMU ou les pompiers plutôt que de passer par la chaîne. Alors, c'est important également d'utiliser toutes les ressources et de travailler en collégialité et en pluridisciplinarité. Donc, le médecin traitant garde une place centrale car il connaît bien le patient et l'entourage. On est aidé par des hotlines de gériatrie pour soit des hospitalisations ou des conseils thérapeutiques, des conseils de prise en charge. Il y a les équipes mobiles de gériatrie qui se déplacent aussi. Il y a les équipes mobiles de gérontopsychiatrie ou de psychiatrie. Il y a les équipes mobiles de soins palliatifs. Et il y a également les centres de guidance familiale qui peuvent nous aider dans l'approche de certaines prises en charge complexes quand il y a la famille a du mal à accepter l'évolution d'une pathologie, quand il y a une certaine souffrance, on nous aide à avancer dans le cheminement. Donc, en somme, pour le patient qui a des troubles neurocognitifs sévères, rester dans son environnement est essentiel. Il y a bien plus de bénéfices que de désavantages. Cela dit, il faut garder en tête quand même les limites, les mises en danger du résident et de l'aidant, les chutes. Il y a parfois des séjours de rupture qui sont nécessaires, qui peuvent être de courte durée, mais ça permet aussi de réorganiser ou de mettre les choses en place. Parfois, il faut essayer aussi de faire ce qu'on appelle des essais de retour à domicile. Même si ça ne marche pas, ça permet et qu'on aboutit à une réhospitalisation, ça aboutit quand même à un cheminement. Et quoi qu'il en soit, c'est important d'avoir un projet de soins qui est cohérent et qui évolue au fil du temps avec l'évolution du patient. Donc après, j'avais préparé un petit cas clinique, mais je ne sais pas si vous voulez qu'on passe aux questions et faire un cas clinique après. Je ne sais pas ce que vous préférez. Je propose qu'on fasse rapidement le cas clinique et puis pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais il y a des points sur lesquels on est allé assez vite. Peut-être que vous avez besoin de reprendre certaines choses. Donc, c'est l'occasion de poser vos questions maintenant par le chat, mais on va vous présenter le cas clinique. Donc, on a choisi un cas clinique qui est classique et qui regroupe plusieurs questionnements. Donc, monsieur S, âgé de 82 ans, qui a des troubles neurocognitifs sévères, il rentre après un mois d'hospitalisation suite à une pneumopathie d'inhalation avec chute, ce qui a entraîné une perte d'autonomie compliquée d'escarre. Donc, pour nous, le motif de prise en charge HAD, il est rentré en HAD pour une aide au retour et pour prise en charge des plaies complexes, donc escarre sacrée et ulcère artériel sur une artériopathie stade 4.
Malheureusement, depuis le retour à domicile, malgré la prise en charge kinésithérapie, il ne reprend pas au niveau de la marche, il est un peu levé au fauteuil, mais il reste très asthénique. Malgré l'alimentation du domicile qui convient plus aux patients, le patient mange peu, même s'il dit avoir faim, et il est plutôt apathique. Il y a une perfusion sous-cutanée car il boit peu et il fait de plus en plus de fausses routes. Donc, à 15 jours du retour à domicile, il refait une pneumopathie d'inhalation avec un abord veineux extrêmement précaire et des prises féroces fluctuantes. Dans ce contexte, on note une aggravation de l'escarre sacré avec un contact osseux, il y a une aggravation des ulcères artériels des membres inférieurs, et il y a un patient qui s'agite avec une inversion nectémérale. Voilà, donc typiquement un patient qui initialement nous est adressé pour des plaies, donc sans grosse difficulté en soi initialement. Donc là, ce qu'on propose, c'est de reprendre l'arbre décisionnel, réévaluer rapidement les facteurs de fragilité, sachant qu'ils sont assez évidents avec une dénutrition, des troubles cognitifs. Donc, on recherche à ce moment-là des directives anticipées, voir comment est-ce que le patient a vécu son hospitalisation. Est-ce qu'il était content de rentrer à la maison voilà. Là, a priori, il était plutôt content du retour à domicile. Et l'hospitalisation, c'était pas très. Enfin, il en avait marre de rester à l'hôpital. Donc, actuellement, on est à domicile. Face à 3 pathologies à traiter, donc pneumopathie, les escarres et l'ulcère. Donc, on se pose la question de l'intérêt des examens complémentaires et de ce qu'on peut lui proposer sans lui faire perdre de chance, sans arrêter trop rapidement, les traitements, mais sans faire non plus trop d'examens complémentaires. Donc, voilà, là, typiquement, ce qu'on proposait, c'était, vu que la prise féroce est fluctuante, essayer traitement, vu qu'il y a un inconfort en lien avec la pneumopathie, qui est de l'encombrement et de la température, c'était de mettre quand même un antibiotique en sous-cutané, mais plus pour son confort. Donc, après, par rapport à son escarre, on a pu aborder avec la famille, son escarre sacré, on a pu aborder avec la famille que l'apport nutritif n'est pas suffisant pour que ça puisse cicatriser. Et donc, on était vraiment sur des pansements plutôt de propreté et qu'on restait sur une alimentation plaisir, que dans ce contexte de pneumopathie, mettre une alimentation insister sur l'alimentation artificielle serait délétère et sans aucun bénéfice pour le patient. Et par rapport à l'artériopathie, le patient étant déjà grabataire, il n'y avait pas d'indication à aller refaire un bilan vasculaire, on était sur des pansements de propreté. Donc, en fait, on arrivait face à plusieurs complications en lien avec l'évolution naturelle de la maladie. Ça ne nous empêchait pas de faire des soins et des pansements, mais qu'on était quand même en soins palliatifs et soins de confort, ce qui était bien quand même ce qui était compris en partie par la famille, qui a pu être entourée aussi par la psychologue, et on a pu revoir point par point à chaque fois l'évolution pour mieux accepter ces complications. C'est vrai que le nouveau cap est passé à cause de l'infection, mais ce patient reste toujours extrêmement fragile avec probablement la même problématique qui va se reproduire d'ici une quinzaine de jours. Mais on a pu élaborer le projet de soins avec des soins sur site, sans mutation et sans examen complémentaire. Notamment, on n'a pas fait de prise de sang, vu que ça n'aboutirait pas à un changement de traitement. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Emilia pour ce panorama
quand même assez complet, assez large. Et on est passé parfois rapidement sur certaines choses. Il y a un certain nombre d'outils qui vous ont été présentés. On vous laissera les redécouvrir plus à froid et ils vous seront transmis. Peut-être autour de ces outils, ça fait poser la question de savoir qu'est-ce que j'utilise dans mon équipe, dans mon HAD, pour qu'on se forme à l'utilisation de ces outils. Et puis qu'on ait des outils partagés en termes de traçabilité, y compris avec les partenaires libéraux avec lesquels on travaille. L'autre point sur lequel vous avez beaucoup insisté, c'est aussi celui du travail en équipe et de la définition ensemble avec le patient si c'est possible, avec l'entourage, avec l'ensemble de l'équipe, des objectifs de soins et que ce projet, il est dynamique parce qu'on voit bien au travers du cas clinique que le patient a été adressé plus pour des escarres et qu'en fait, la situation était précaire et que l'orientation des soins et la dimension palliative s'est révélée assez rapidement, mais que ça a fait l'objet d'une réflexion d'équipe qui a permis d'être vraiment un service hospitalier, une HAD qui décide, qui participe à l'orientation sans être soumis à un passage hospitalier pour redéfinir l'orientation des soins. Et ça, je pense que ça doit aussi nous poser des questions sur comment est-ce qu'on est organisé en termes de staff, de points d'étape, de liens avec notre environnement et avec les équipes ressources pour pouvoir accompagner au mieux les personnes, puisque vous avez aussi beaucoup insisté sur le fait que chez ces patients qui ont des troubles neurocognitifs, éviter de hacher le parcours, leur donner au maximum des repères, va plutôt être à leur bénéfice. Et donc les passages aux urgences, etc., il faut bien les peser en termes de bénéfices-risques. Alors, je dis tout ça en ne voyant pas beaucoup de questions complémentaires arriver. Il y a une question sur la prise en charge du patient parkinsonien, mais on a prévu, pas la prochaine fois, mais je crois la suivante, donc le 4 novembre, une session qui va être vraiment dédiée au Parkinson sur la base des recommandations récentes autour de soins palliatifs et Parkinson. Donc, je propose plutôt que la réponse autour du Parkinson, on vous l'apporte dans ce cadre-là. Alors, j'espère que vous êtes inscrit sur le bac et ça vous permettra d'avoir la réponse. Mais enfin, sinon, vous avez un document qui est très bien fait et qu'on pourra aussi vous pousser en complément. Peut-être on peut revenir sur le quiz et la façon dont vous aviez répondu. Donc la première question, c'était l'évaluation de la douleur chez le patient avec des troubles neurocognitifs sévères et peu fiables. Et vous avez été 55% à répondre que c'était faux. Emilia, un petit commentaire? Alors oui, vu les outils qu'on a, en fait, l'évaluation, du moment qu'elle est répétée, qu'elle est faite voilà, par plusieurs soignants, elle peut être tout à fait fiable. L'hétéro-évaluation, enfin, évaluation peut être vraiment fiable. Voilà, du moment qu'on partage de nouveau l'évaluation, en fait, d'où l'intérêt de faire l'échelle à 2 personnes si possible. Sachant que l'échelle en soi, l'Algo Plus va permettre d'évaluer certaines dimensions de la prise en charge de la douleur, mais le fait aussi d'en discuter, de voir l'évolution. Il y a ça aussi dans le contexte d'une échelle, d'accord, c'est l'évaluer à un instant donné, mais c'est aussi voir l'évolution par rapport au moment où on introduit un traitement, voir si l'Algo Plus, voilà, le chiffre baisse, ça peut permettre une bonne évaluation. Après, ça se fait pas seulement avec une échelle à un moment donné. Et ça se fait à plusieurs aussi pour échanger. Donc, je trouve que c'est une échelle qui est validée et qui permet qui est une échelle fiable pour évaluer la douleur. La deuxième question, c'était l'évaluation de la douleur chez le patient avec des troubles neurocognitifs sévères et chronophages pour les équipes. Et là, c'était quasiment partagé 50% vrai-faux. Alors, en fait,
c'était volontairement un peu provocateur en disant que c'est chronophage, ça prend du temps de faire l'évaluation. Mais en fait, déjà, plus on prend l'habitude de faire les échelles et plus rapidement c'est fait, on n'a plus besoin de la petite fiche, ou du moins c'est plus rapidement complété, spontanément complété. Et surtout, c'est que le résident est beaucoup plus confortable quand on a évalué sa douleur et du coup traité. Et donc un soin se fait tellement plus confortablement pour le résident, mais pour le soignant aussi, et beaucoup plus rapidement. Donc, le temps qu'on a pu perdre à faire les échelles au début, on le gagne largement après euh, lorsqu'on effectue le soin. Donc, finalement, ça fait même gagner du temps d'effectuer ces échelles. La troisième question, c'était l'acharnement thérapeutique est un terme médical d'actualité. Oui, alors là, c'était parce qu'en fait, maintenant, dans le terme médical et juridique, on n'utilise pas plus acharnement thérapeutique, mais c'est le terme d'obstination déraisonnable qui est utilisé. Donc, ça reste un terme utilisé quotidiennement par les patients, dans la société. Mais au niveau médical et juridique, c'est l'obstination déraisonnable qui est utilisée maintenant. Après, je trouve que c'est intéressant de penser aussi qu'en HAD, on peut être confronté à des situations d'obstination déraisonnable si on ne se re-questionne pas. Et donc, c'est vraiment notre responsabilité au travers des projets de soins qu'on construit, de voir si ce qui nous avait été demandé au départ reste toujours adapté ou s'il y a besoin de rééclairer les situations. Une évaluation de la douleur doit être faite même si le patient ne se plaint pas. Et là, 100% de vrai. Donc voilà, je pense que ça, c'est partagé clairement. Dernière question, l'évaluation gériatrique standardisée peut être réalisée en HAD sans gériatre. Et 61% ont répondu vrai. Alors Oui. peut-être un petit mot sur cette évaluation gériatrique parce que vous êtes passé assez rapidement en donnant un outil. Oui, alors l'évaluation gériatrique standardisée, déjà, nous, on ne l'effectue pas en bonne et due forme, en systématique pour tous nos patients, mais c'est de nouveau des items et des critères à avoir en tête. Donc, on va évaluer l'autonomie du patient avec les AVQ qu'on note dans les dossiers. On va, bien entendu, mettre tous ses antécédents, son mode de vie, ses traitements, voir s'il a été récemment hospitalisé à plus de 3 fois dans l'année, récupérer tous ses antécédents, voir s'il a un suivi au niveau cognitif. Donc, en gros, on fait un petit bilan cognitif. Alors, on ne fait pas systématiquement de MMS non plus, mais on évalue des orientations temporo-spatiales, s'il y a des fluctuations, s'il y a des hallucinations, c'est des choses qu'on recherche. S'il y a des troubles moteurs, s'il y a des chutes ou si le patient marche moins bien, on ne va pas forcément aller chercher, comme dans le score de Wilfried, s'il y a 20% de baisse de la vitesse de marche, etc. Ça, c'est compliqué à utiliser en pratique. Mais on cherche certains critères. On va chercher la désorientation sensorielle. On peut chercher aussi, on en est au niveau des supplémentations en vitamine D, où on en est au niveau des vaccinations, qui est souvent largement sous-utilisé, toutes les vaccinations en pneumocoque, etc. Donc, et puis surtout une analyse de l'ordonnance, une analyse de l'ordonnance, voire un nettoyage de l'ordonnance pour réévaluer la pertinence de la poursuite ou non de certains médicaments qu'on a tendance à continuer, comme les IBP. Alors, on va arriver au bout du temps qui nous était imparti, mais peut-être une petite question sur l'approche aussi relationnelle de la personne avec des troubles neurocognitifs. Parce que je trouve que c'est une difficulté en HED où on a aussi une rotation des personnes qui viennent à domicile, avec ce qui peut être quand même perturbant, et puis parfois des grosses différences constatées entre interindividuels sur ce qui se passe dans l'interaction humaine avec la personne malade. Donc, est-ce qu'il y a des repères pour aborder un domicile avec une personne qui a des troubles neurocognitifs?
Par rapport aux troubles du comportement? Oui. Alors, un repère ou des échelles, je ne sais pas. Mais plutôt des repères relationnels sur, enfin, quelle est votre pratique et est-ce qu'il y a des choses à discuter en équipe? Est-ce qu'il y a une façon d'être ou de faire quand on est à domicile pour favoriser la relation et éviter de provoquer de l'agressivité, par exemple? Oui, alors comme dit mon collègue, c'est une prise en charge globale, donc on se soucie beaucoup de l'histoire du patient et de ses habitudes de vie. Et ça, c'est les dents principales qui nous orientent vraiment et qui nous orientent sur ses souhaits, sur ses sensibilités. Et puis après, on y va toujours très, très progressivement. On n'insiste pas, on y va étape par étape. En fait, il faut respecter sa temporalité. Et voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas fait, par exemple, le patient est agité, c'est pas parce que du coup on va pas le forcer à avoir une toilette complète. On va y aller progressivement. Il veut pas avoir son pansement ce jour, et ben on va essayer de voir pourquoi, mais on va respecter. On va pas se dire il faut le faire. Peut-être que pendant quelques jours il l'aura pas, le temps qu'on essaye de gérer sa douleur ou sa souffrance ou son trouble de comportement. Pour pouvoir adapter au mieux les traitements. Je crois qu'il faut aussi lui laisser le temps, en fait. Voilà, mais je n'ai pas de choses clés, de moyens. Non, mais c'est déjà une réponse qui nous donne des clés quand même pour aborder la situation. Bon, on est au bout de ce webinaire. Merci Emilia pour ce que vous avez pu nous apporter et nous dire. On vous transmet à tous le diaporama et l'ensemble des outils afférents. Et on se retrouve le 14 octobre autour de la SLA. Donc, on va avoir 2 webinaires neuro, le premier sur la SLA et puis le second qui sera autour du Parkinson. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et puis un bon travail ensemble. N'hésitez pas non plus à inviter les professionnels libéraux qui travaillent avec vous à ces webinaires parce que on pense que ça peut être l'occasion ensuite de mieux travailler ensemble. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir.